Bonjour, je suis Annabelle Ténès, je suis la directrice des abattoirs. Bienvenue aux abattoirs dans le cadre du sommet de septembre de la saison Africa 2020. Ce forum fait écho aux expositions qui sont actuellement présentées dans notre institution et il a pour thème créer les archives de l'art. Il était une fois, il sera une fois, le tout dans le contexte africain. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir dans cette section du forum qui est consacrée aux revues et aux bibliothèques de l'art africain, Simon Njami, Jean-Loup Pivin et Evelyne Toussaint. Merci à vous tous d'être là et bonjour. Bonjour. Je vais dire quelques mots sur chacun d'entre vous et vous remercier d'avoir accepté cette invitation des abattoirs. Je vais donc dire rapidement quelques mots sur vous trois et sur Revue Noire, qui est l'objet de notre conversation aujourd'hui. Donc, rapidement, Simon Njami est écrivain et commissaire d'expo, il est historien de l'art. Il a organisé de nombreuses expositions d'art contemporain, parmi lesquelles je vais en citer vraiment quelques-unes très rapidement. Africa Remix, entre 2004 et 2007, qui a tourné internationalement. La Divine Comédie. Il a aussi présenté Métropolis, Afrique Capital récemment à Paris. Il a également été directeur artistique de la Biennale de Dakar ou encore directeur artistique des Rencontres de Bamako. Jean-Loup Pivin est architecte, auteur et éditeur. Avec Pascal Martin Saint-Léon, il réalise dans les années 80 le Musée national du Mali, également le Centre culturel français de Bamako et à partir de 2017, la direction artistique de Photoquai au musée du Quai Branly. Il a également coédité avec Ngoné Fall les anthologies de l'art africain du XXe siècle et il a écrit récemment Actes d'utopie, naissance de l'ingénierie culturelle. Est avec nous également Evelyne Toussaint, qui est professeure d'histoire de l'art contemporain à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, qui a écrit récemment pour la revue Critique un article sur Jean Laude, qui a également écrit Africa Remix, une exposition en question, qui travaille sur l'art dans ses implications géopolitiques et qui a également dirigé, en partenariat entre les presses universitaires de Toulouse et les abattoirs, l'ouvrage postcolonial, décolonial, la preuve par l'art, qui sortira d'ici quelques mois. Et donc, si nous sommes ici réunis, c'est pour avoir une conversation autour d'une revue assez exceptionnelle qui a eu une très grande influence, qui est la revue Revue Noire, qui paraît en 1991, qui s'arrête en 2000. Et je vais donner quelques chiffres rapidement. C'est une revue qui est alors un trimestriel, qui est bilingue, mais parfois aussi trilingue. Chaque numéro est édité entre 4000 et 7000 exemplaires. Beaucoup sont très collectionnés aujourd'hui. Et donc, sur ces 34 numéros, il y a en tout un chiffre incroyable de créateurs qui sont publiés, puisqu'il y a 3500 créateurs qui sont publiés au fur et à mesure de la revue. Et donc, nous allons revenir sur cette histoire de Revue Noire. Et merci à vous, donc Jean-Loup et Simon, qui faites tous les deux partie du groupe de co-créateurs et de cofondateurs de la Revue Noire. Et j'ai envie de vous poser tout simplement comme première question, comment a commencé cette aventure de Revue Noire? Tiens, ça a commencé par quoi? Tiens, tu devrais répondre que ça commence par Technicolor finalement. Non, je te laisse répondre. Non, ça y est, on n'est pas fatigué du tout. Tu peux répondre. Tu peux répondre parce que ça commence effectivement, on se connaît grâce à une revue qui existe, qui s'appelle Autrement et qui fait un numéro spécial sur une exposition que Simon a montée en 86, c'est ça? 1986. Bon, vas-y, je te laisse parler parce que ça te concerne plus. 85. Oui, je sais plus. Quelque chose comme ça, oui. Voilà, on se connaît à ce moment-là, et puis ensuite on décide, nous amitié, on décide de se lancer dans le montage d'une exposition, une énorme exposition sur l'Afrique qui s'appelle Dans la ville noire, qui a été proposée pour faire partie des très grosses expositions de 1989. Mais à cette époque, il y a une autre exposition qui parle aussi un peu d'Afrique, qui s'appelle Les magiciens de la Terre, qui fait que, on nous dit qu'on ne veut pas avoir deux expositions qui parlent du même sujet, ce qui n'était pas le cas du tout, mais ce n'était pas grave. Bref, nous, un peu frustrés, nous nous lançons ensuite dans une revue qui mettra 2 ans à sortir,
après avoir essayé de la faire porter par d'autres maisons d'édition, nous avons été obligés de créer notre propre maison d'édition pour pouvoir la sortir. Et nous avons sorti cette revue qui s'appelle Revue Noire pour montrer les expressions contemporaines en Afrique, alors que personne n'y connaissait rien, ne connaissait rien, et nous-mêmes, bien sûr, on ne connaissait rien, puisque c'était pour ça qu'on la faisait aussi. Mais voilà, Simon. Non, voilà, tout est dit. J'ajouterais juste, même si c'était implicite, que bon, les magiciens le montreront et Suzanne Vogel, avec son Africa Explore the 20th Century, le montreront aussi, c'est que l'image de l'Afrique que nous connaissions, en tout cas que nous pressentions, parce que je ne la connaissais pas plus que ça moi non plus, ne correspondait pas à l'image des œuvres africaines un peu stéréotypées qui circulaient même au compte-gouttes à l'époque. Donc nous insistions sur la contemporanéité de l'Afrique. Pour repréciser, par exemple, notre plus jeune public qui suivrait ces conversations, l'exposition Magicien de la Terre, donc c'est une exposition qui avait lieu alors au Centre Georges Pompidou et à la Villette, conjointement sous le commissariat de Jean-Hubert Martin. Alors, c'est une exposition qui, quand même, n'a pas du tout le même propos, parce qu'on part du principe qu'il y a des magiciens sur Terre et que les magiciens sont avant tout des gens qui ne sortent pas des écoles, etc., et qui vont être confrontés au top de la création contemporaine. Nous, ce que nous voulions montrer, c'était la création contemporaine, beaucoup plus urbaine et réellement moderne et contemporaine. C'est-à-dire une véritable création qui montrait qu'on était dans une ébullition de culture qui pouvait effectivement être apparentée et que toutes les capitales, certaines que nous connaissions, pouvaient avoir effectivement le même destin d'influence que les grandes capitales européennes ou américaines. Voilà, donc nous voulions montrer autre chose, nous voulions montrer une participation à une espèce de culture mondiale à laquelle nous croyions à l'époque, bien sûr, parce que c'était la chute du mur de Berlin. C'était une suite de choses qui montraient qu'on était en train de fabriquer une nouvelle culture et non pas se retrancher dans des cultures. Nous n'étions pas en train de faire une revue communautariste, comme on dit aujourd'hui. Nous étions en train simplement de faire une revue qui allait justement faire participer un continent à la création contemporaine dans le monde. Voilà. Je pense, puisque Jean-Loup mentionne l'anticommunautarisme, c'est que notre définition de l'Afrique excédait également les contours du continent, puisque nous avons travaillé au Brésil, au Canada, dans les Caraïbes, etc. Oui, pour citer, sur les 34 pays, il y avait également Cuba, il y avait également Madagascar, il y y avait également Londres et Paris. J'essaie de Madagascar, on peut considérer que c'est encore en Afrique. Oui. Mais voilà, bon, je sais bien que ce n'est pas obligatoire, mais quand même. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'était la diaspora, c'était aussi montré, par hasard, c'est numéro 1 se fait sur Londres, parce que nous voulions montrer aussi d'entrée de jeu la dimension internationale, la dimension capitale, la dimension aussi qui refusait le clivage anglophone-francophone, qui était un clivage effectivement colonial qui ne nous intéressait pas. On a voulu transcender un petit peu tout ce qui pouvait faire partie d'une histoire dans laquelle tout le monde se retranchait, dans laquelle tout le monde se retranche à nouveau sur l'idée du postcolonialisme, etc. Je veux dire, pourquoi pas, évidemment, on peut toujours dire, nous aussi, on est des postcoloniaux, nous vivons le postcolonialisme romain depuis 2000 ans, c'est difficile à vivre, je reconnais, mais il n'en reste pas moins que nous n'étions pas du tout dans une disposition de ce type-là. Alors qu'aujourd'hui, on y baigne, ainsi que toute la recherche mondiale, effectivement, se repaît de ça. Et donc, nous allons revenir aussi sur l'histoire de la revue, sur le principe de la revue. Evelyne, je sais que tu avais une question par rapport au principe de l'organisation visuelle et de recherche au sein de la revue. Alors, d'abord, merci Annabelle pour ton invitation et puis merci à Simon et Jean-Loup d'être là. Je suis ravie de les retrouver. Avec Simon, on se voit régulièrement depuis ce travail qui a été pour moi un grand bonheur et que j'ai conduit avec beaucoup d'enthousiasme sur Africa Remix pendant plusieurs années. Mais nous nous sommes vus depuis à de multiples occasions. Et c'est aussi dans ce cadre que j'avais rencontré Jean-Loup, dans ce haut lieu du cosmopolitisme qui est le lieu à Paris
où tout se joue en fait, où s'est pensée la revue et où se sont pensées des publications qui ont suivi. Je vais y revenir. Et d'ailleurs, c'est parce que vous avez publié l'an dernier, cette histoire de la revue, que j'ai eu l'occasion de relire tous vos écrits et ce que vous avez publié comme synthèse en fait de cette aventure-là qui s'est inscrite dans la durée. Donc j'ai relevé plusieurs choses sur quoi j'aimerais revenir avec vous ce matin. Puis après, je reviendrai quand même à ce que Jean-Loup vient de dire quant au postcolonial. Une provocation. Une immense provocation qui m'est adressée, je pense. Alors, simplement, j'ai relevé certaines choses, mais qui me tiennent à cœur aussi, c'est-à-dire cette revue que vous présentez comme un collage. Et inscrire ça comme un collage, c'est vraiment tout de suite donner le ton de quelque chose qui ne sera pas un grand projet unitaire et homogène, mais qui sera inscrit dans la multiplicité et dans plusieurs voix d'artistes et plusieurs voix d'auteurs. Et quelquefois, vous incitez les artistes à écrire, eux aussi. C'est le cas pour Pascal Martin-Taillou, par exemple, j'y reviendrai. Mais ce que vous notez et que j'approuve complètement et sur quoi je voudrais insister d'emblée, c'est que c'est l'idée de l'oxygène que cette revue apporte à nos regards. Vous écrivez ceci. Et c'est vrai que dans le contexte, tout d'un coup, donner à voir ce que la revue a donné à voir, cette belle revue qui était dans un grand format sur papier glacé avec des très belles images, c'était un peu à contre-courant de l'idée que l'on pouvait se faire de l'art contemporain africain quand on s'en faisait une. Et là, vous montriez que ça existait, que c'était formidable, qu'il y avait une production absolument indispensable à la compréhension de l'Afrique et même de la contemporanéité tout court. Est-ce que, alors, juste sur l'idée de cet oxygène, j'aimerais que vous reveniez, mais je citerai Jean-Loup dans le numéro 3, donc on est encore en 1991, c'est ça, hein, si j'ai bien relevé. Vous écrivez ceci qui me semble fondamental pour comprendre votre projet, en dehors de tout ce que vous venez d'en dire et qui donne le ton. Vous écriviez « Pas d'image, pas de réalité, malheureusement le lot commun de l'oppression, de l'iniquité et de l'incompréhension ». Alors, c'est un projet artistique, mais c'est aussi en cela un projet qui dépasse toute frontière, c'est-à-dire affirmer ça. Voilà. S'il n'y a pas par l'image une preuve de ce que c'est la production artistique, l'art et au-delà l'Afrique, eh ben, il n'y a pas de réalité. Voilà, parce qu'on ne voit rien et ça fait le lot justement de l'oppression, de l'iniquité, de l'incompréhension. Oui. Est-ce que vous voudriez bien… On peut dire oui. Non, mais ça, c'est vrai que c'était notre volonté. C'était aussi de donner aux images leur plénitude, leur autonomie, on va dire, par rapport au discours. Il n'y avait pas, comme Paris Match, une formule choc liée à chaque image qui faisait qu'on ne regardait que la formule choc. Enfin, on savait qu'il y avait un rapport. Donc, on était dans une problématique qui était, vous avez peut-être raison de dire qu'elle était probablement réellement politique, mais elle était politique dans ce sens très ouvert, enfin, je veux dire, qui n'était pas politicienne du tout, qui était effectivement d'affirmer cette espèce de… cette présence qui était autre chose, qui était une présence donc de création, qui était une présence de vitalité, qui était une présence d'univers, qui était une présence d'imaginaire. Je pense que Simon va en rajouter une petite couche, là, si tu veux bien. Je pense que on l'a vu, hein, l'invisibilité dans le monde dans lequel nous vivions à l'époque et dans lequel nous vivons toujours aujourd'hui, l'invisibilité est le lieu de tous les fantasmes. On ne voit pas, donc se met à raconter un tas d'histoires, et ce que nous avons voulu faire, c'est donner à voir. Et comme dirait Jean-Loup, et j'insisterai là-dessus, sans aucune espèce de forme de théorisation autre que le donner à voir, de l'importance de la revue en elle-même comme objet. Il ne s'agissait pas de faire sur du papier recyclé avec des noirs et blancs qui bavent dans tous les coins, mais de faire une revue qui soit comme une galerie de luxe et qui puisse rendre d'une manière visuelle et engageante
ce que nous voyions dans les endroits où nous passions. Et donc, cette invisibilité avait été orchestrée à l'époque par l'ethnologie qui nous est si chère. Et donc, nous voulions sortir tout ça de la gangue de tous les préjugés, de tous les fantasmes et de montrer l'Afrique pour ce qu'elle était et non pas pour ce que nous eussions souhaité qu'elle fût. Et de la façon dont on se vivait dans cette Afrique, c'était dont on se vivait, dont l'Afrique se vivait par ceux qui la vivent. Aussi, on était dans une espèce d'autre logique qui n'était pas d'essayer à tous les coups de juger ou d'interpréter. C'est pour ça que vous n'avez pas d'article critique dans Revue Noire jusqu'à la fin. Et je crois qu'il y a un seul article critique que l'on regrette, mais c'est tout. C'était volontaire de ne pas avoir ça. Ça n'empêche pas que quand on fait des anthologies, là, on réunit tout ce qui peut être parole critique et quelques chercheurs qui vont pouvoir avoir totalement leur place dans ces ouvrages-là. Mais dans la revue, non, c'était volontaire. On ne voulait pas qu'il y ait des espèces de regards qui commencent à interpréter, alors que finalement, personne n'y connaissait rien. Voilà. À part ça, pour revenir au problème politique, je pense que Simon, il faut qu'on insiste là-dessus, c'est qu'effectivement, il y a une dimension politique. Cette dimension politique est une dimension, je dirais, où on est véritablement dans cette espèce de vision. Je pense qu'à cette époque, on est vraiment des mondialistes. Est-ce que vous seriez d'accord avec certains thèmes qui sont justement au centre des débats du post-colonial, du colonial, etc. Parce qu'il me semble que c'est vraiment ce que vous avez défendu, et je l'entends dans ce que vous êtes en train de dire, l'idée d'agentivité, en fait. L'idée qu'il y a une puissance d'action, une puissance de projet, une puissance d'affirmation, d'assertivité, et que c'est ça dont vous donnez la preuve aussi. C'est cette énergie, l'énergie, il est tellement connoté. Oui, mais pourquoi pas, c'est pas grave. Il y a des mots qui continuent à exister. Voilà. Ben voilà. Donc, il me semble que c'est ça aussi qu'a prouvé Revue Noire dans la durée, et magnifiquement. Non, je pense que essayer de faire vivre. Et d'avoir essayé de faire vivre, parce que Simon a fait, je ne sais pas combien d'expositions dirigées. Chaque fois, c'était la même chose. Je veux dire qu'effectivement, notre groupe s'est délité, la maison d'édition est restée, donc on a continué à faire des livres. Mais si vous voulez, je pense que tout le monde a répandu à sa façon l'idée qu'il avait portée quand chacun participait à Revue Noire, ça c'est clair. Oui. Et on avait fabriqué, sans le vouloir, une attitude, sinon une pensée. Non, et effectivement, le problème du commentaire, c'est que le commentaire réduit, et il y a toujours le problème du commentateur et du commenté. Et c'est pour ça que toutes les théories, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'un côté comme de l'autre, que ce soit l'Occident ou certains opportunistes en Afrique, c'est comme si on ne pouvait parler de l'Afrique qu'à l'aune de la colonisation. C'est comme si le seul référent pour pouvoir expliquer une création quelconque, c'était l'ancien colonisateur, ce dans quoi je ne m'inscris personnellement absolument pas. Je pense que quelles que soient les histoires, bon, Jean-Loup faisait la blague de la colonie grecque ou romaine que fut l'Occident en général. On pourrait parler de Constantinople, etc. Donc, on peut toujours réchauffer les vieilles casseroles. Je ne pense pas que ce soit ça qui nous projette sur ce qui se fait dans l'ici et le maintenant. Et encore une fois, il y a dans ce qu'on appelle le communautarisme quelque chose de totalement nauséabond. Qui nous détourne de l'essentiel, qui est qu'est-ce que nous avons en commun et comment le traduisons-nous dans nos différentes histoires, qui est pour moi la seule chose qui compte. Alors, je sais pas, Annabelle, si je peux rebondir quand même là-dessus. Oui, tu peux rebondir, et puis après, j'embrayerai sur une autre question auquel j'ai pensé en vous écoutant parler également. Parce que celle-ci est en lien avec ce que oui, vas-y. dire. C'est que ce plus petit commun dénominateur, là, vous le déployez sur des thèmes. Voilà. Et les thèmes qui reviennent dans la revue, c'est le corps, c'est vraiment centré sur le corps, que vous déclinez de toutes les manières, hein, du côté
de la mode aussi bien que du côté de la mort, c'est-à-dire que vous avez une approche extrêmement ouverte sur la question, donc en passant par l'homosexualité que vous abordez dans plusieurs numéros et au fil de la publication, la question du sida, enfin, des choses qui, au moment où vous les avez embrayées, sont encore émergentes. On n'est pas, c'est pas du tout banal que de l'aborder de cette manière. Donc là-dessus, peut-être sur ce thème. Nous, on démarre Revue Noire dans les années SIDA, soyons clairs, au cœur des années SIDA, au cœur de la mort. L'homosexualité et le sida en Afrique n'a pas de lien du tout. Et on voyait aussi toutes ces campagnes qui pouvaient exister à droite à gauche, où tout le monde faisait la morale de tout, et puis finalement, quand on posait la question aux différents artistes ou chanteurs qui parlaient de ça, il n'y en avait aucun qui mettait de capote. Donc il y avait un problème de dysfonctionnement du message, on va dire, que chacun voulait porter. Nous, ce qu'on voulait, c'était, par rapport au sida, c'était pas jouer la moralisation, c'était effectivement présent dans tous les numéros quasiment. C'était aussi tous ces amis qui partaient, les amis artistes qui partaient les uns après les autres, et qui jamais, et dont la maladie n'était jamais nommée, ce qui s'appelle jamais, 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 parce que c'était donc on voulait en parler d'une certaine façon. C'est pour ça qu'on avait fait à un moment donné un énorme projet qui était à la fois une émission de télévision qui est passée sur toutes les chaînes de télévision le 1er décembre 1995, un livre, des disques, des films, des tas de choses que nous avons faites, qui était un projet qui nous a totalement accaparé pendant plusieurs années, pendant 2 ans, pour pouvoir sortir quelque chose qui montrait autre chose. Il n'y avait jamais un message de quoi que ce soit, jamais un des trucs, mettez des capotes, faites attention, ne baisez pas ou un truc comme ça. Donc on était dans une logique qui était aussi la logique du faire, pas de montrer. À nouveau, c'était pareil, on voulait montrer, on voulait désigner. On a fait le premier film sur des gens qui avaient le sida, le premier film sur tout le continent, avec Gaëté Fofana, qui montrait des gens qui avaient le sida et qui en parlaient eux-mêmes pour la première fois. Ça n'avait jamais été fait. Et des gens qui osaient donc montrer leur visage, ça s'appelait une parole, un visage. Donc on a fait des choses qui étaient toujours dans cet engagement de montrer, pas de juger, pas d'interpréter, pas de commenter. À part ça, montrer était notre façon de montrer à nous, donc c'était nous aussi, il ne faut pas non plus tricher. On n'était pas en train de faire des objets totalement désincarnés. Mais cet engagement a toujours existé. Alors sur l'homosexualité, malheureusement, il n'y avait pas d'artistes homosexuels, ou quasiment pas. Donc on n'a pas pu, à part quelques-uns avec lesquels on a pu avoir effectivement une relation comme Rotimi. Enfin, Rotimi il était mort, mais on était en relation avec son co-auteur. Mais enfin, je veux dire, il y a eu très très peu d'artistes. Il y avait Henri Koum, il y avait très peu d'artistes qui étaient ouvertement et qui étaient aussi tout simplement homosexuels. Donc l'essentiel des artistes que nous avons publiés ou que nous avons montrés à travers des expositions, parce qu'il y a une exposition très importante qui s'appelle Suite africaine, qui est une exposition qui joue un rôle en plus dans le fondement même de la façon de montrer, qui est une espèce d'happening permanent pendant 6 semaines où tous les jours il se passe des choses folles, qui fait que c'est un lieu qui était devenu un lieu autant qu'une exposition, qui était un endroit où d'ailleurs on a beaucoup bu. Oui, j'allais le dire. On a fait venir des hectolitres de vin pour tenir le coup et faire participer la population, des visiteurs à un moment de vie. C'était un moment de vie, ce qui faisait qu'il y avait de plus en plus de monde, des gens qui revenaient. Jamais j'ai vu ça, un truc en phénomène. Ça, c'était une exposition dont tous les concepts étaient intéressants, quoi. Je veux dire, qui était aussi qui était exactement à la mesure de ce qu'on faisait en revue, quoi. Et en réalité, c'était un morceau de ce qu'on avait voulu faire en 1989 et qui avait malheureusement pas la taille Nous voulions que les choses s'incarnent, de la même façon que les œuvres que nous montrions étaient incarnées. Et l'exemple que Jean-Loup vient de prendre sur ce film, Parole, un visage, c'est que nous ne voulions pas laisser les choses dans l'ombre. Les gens parlaient, se montraient, osaient se montrer. Et je
pense que nous avons toujours, tout en étant respectueux de nos lecteurs et des croyances des uns et des autres, et nous n'avons jamais reculé devant les tabous, bien au contraire. Il nous paraissait important de faire sauter quelques tabous afin que les gens se comportent d'une manière plus humaine et moins hypocrite. Mais cela dit, sans morale, et ça c'est essentiel, mais il nous importait de dire ce qui devait être dit, sans essayer d'entrer dans des évitements de politesse ou de moralité offensée. Je vais peut-être rebondir sur ce que à la fois Evelyne a ouvert sur la question du corps et aussi ce que vous venez tous les deux d'ouvrir sur la question justement de la parole, du visage, de l'incarnation. Ce qui justement, lorsque Jean-Loup, tu dis il n'y avait pas de parole critique, en même temps, moi je trouve aussi que sans la parole, il y a quand même beaucoup de voix dans Revue Noire. Quand je dis beaucoup de voix, c'est justement la voix des artistes, la voix de 3500 artistes via l'image. Aussi parce que je trouve c'est justement le projet qu'Evelyne signalait, dont vous venez de parler autour de ces artistes, de ces personnes qui parlent, qui sont touchées du sida et qui restent des archives aujourd'hui rétrospectivement majeures, puisque la majorité de ces personnes sont décédées, il faut le dire. Donc, il reste des témoignages très forts qui n'existeraient pas autrement. Et je voudrais presque parler aussi de cette polysémie de voix qui passe par la polysémie de l'image, mais aussi parce que Revue Noire, vous êtes une équipe collective. Là, vous êtes deux, mais j'ai cité Pascal tout à l'heure, Pascal Martin-Saint-Léon, il y a également Bruno Tillette, ensuite Ngoné Fall, il y a également Isabelle Boni-Clavry pour le cinéma, Michel Racotosson sur la littérature, mais aussi beaucoup de personnes avec lesquelles vous travaillez selon les numéros, selon le thème et la géographie choisie. Et justement, tout à l'heure, vous signaliez combien vous avez choisi aussi de montrer des géographies. Quand je dis des géographies, c'est-à-dire un travail par pays, mais aussi un travail par pays en dehors de l'Afrique pour la diaspora. Comment est-ce que vous aviez choisi ces pays? Comment est-ce que vous avez travaillé par pays? Comment est-ce qu'on arrive à ce collage? Puisqu'on sait qu'un collage, c'est un rassemblement. Pour faire un collage, il faut collecter. Comment est-ce qu'on collecte et comment est-ce qu'on choisit ce qu'on collecte au quotidien finalement lorsqu'on se met à concevoir une revue? Attendez, en revenant sur la notion de collage. La notion de collage est une notion de collage. Le collage, c'est une unité, c'est pas éparse, si vous voulez. Et je pense qu'on peut effectivement aller jusqu'au bout sur la notion de collage, mais c'est la pensée collage, c'est la vache multicolore. C'est pas du tout pour moi, c'est pas. Je veux dire, j'aime bien effectivement dire qu'on fait du collage pour sortir de la notion de discours, mais en même temps, nous sommes bien sur une unité, sur un collage construit. N'oublions pas qu'un des ciments de ce collage, c'est la littérature. Il y a quand même, je dirais, un tiers de Revue Noire qui est consacré à la littérature et à des auteurs qui n'ont jamais été publiés pour la plupart. Ce qui fait que certains appellent la génération Revue Noire. Pour vous dire, au niveau littéraire, toujours on le sous-estime, cette dimension-là, sauf chez les gens effectivement qui travaillent sur la littérature. Mais c'est la dimension littéraire, c'est-à-dire que tous les textes sont des textes littéraires. Ce sont pas des textes, quand on dit qu'il n'y a pas de critique, il n'y a pas de texte critique. Mais il y a des textes littéraires. Donc la littérature, l'écrit, joue un grand rôle, mais il joue dans sa forme, justement. Dans la forme, c'est exactement ce que disaient un certain nombre de penseurs en disant que ça n'existe pas une pensée sans sa forme. C'est-à-dire que n'importe quel texte, je dirais, de temps en temps, qui sont un peu chiants, de gens qui croient faire des exégètes, c'est de la littérature aussi, sauf qu'ils oublient que c'est de la littérature, ils pensent qu'ils exposent un fond qui s'abstrait de sa forme. Et nous, on est toujours dans notre problématique de forme, donc on veut que ce soit la littérature qui soit affirmée en tant que telle. Pour parler des images qui deviennent des images littéraires, qui deviennent autre chose. Bon, je continue à te laisser. Je pense que il y a aussi dans cette notion d'unité,
il y a quand même une déconstruction sur laquelle nous avons travaillé des différentes disciplines artistiques. Ensuite, nous allions être rejoints, mais cette espèce de séparation peinture, sculpture, musique, danse, théâtre, etc., nous avons considéré la création dans sa totalité, sans faire de séparation. Quand nous faisions des choses, c'est pour ça que nous avions produit de la musique. Nous étions posé la question à un moment, nous nous sommes dit, mais on ne peut pas écrire sur la musique ou faire des poésies sur la musique. Nous avons produit 5 ou 6 disques qui étaient dans la revue pour dire, bon, si nous parlons de musique, nous faisons entendre de la musique. Et donc, j'en reviens à la notion d'incarnation, c'est ça. Et puis, il y a une totalité dans cette notion de collage qui est une totalité voulue, étudiée et, j'oserais dire, raffinée, qui est bien de dire que le monde, quel qu'il soit, ne se vit pas comme un machin unique, mais plutôt comme une espèce de chose kaléidoscopique dans laquelle on peut trouver le tout et son contraire, et que tout ça contribue à libérer une vision du monde qui ne serait pas une vision monolithique, mais une vision faite de cette concrétion, de cette succession de couches différentes qui ne s'opposent pas, mais qui s'ajoutent et qui se répondent. D'une certaine manière, on peut dire que c'est une forme de polysémie, hein, peut-être. J'utilise le mot polysémie parce que ça permet justement de rejoindre dans cette notion de collage le collage de texte, le collage d'images, le collage de photographies, le collage de représentations. La question que je me pose, c'est que justement dans ce forum, notre question que nous posons, c'est comment est-ce qu'on rassemble des archives avec Revue Noire qui, d'une certaine manière, avec son histoire, est devenu paradoxalement un lieu qui a rassemblé des éléments et un lieu qui est lui-même qui est devenu un élément d'archive pour beaucoup de chercheurs. Ça, c'est revenu à plusieurs moments lors de la préparation du forum, notamment chez des chercheurs de la plus jeune génération et de nationalités très différentes ou travaillant dans des contextes, on va dire, scientifiques, géographiques très différents que pour certains pays encore, lorsqu'ils travaillaient, une des rares sources qui existait d'histoire était encore certains numéros de Revue Noire plus de 20 ans après. Et je voulais savoir quel avait été le bénéfice, d'une certaine manière, de travailler par pays dans votre réflexion éditoriale. Il y a une chose, on retrouve encore ça dans le langage moderne, c'est l'Afrique. C'est quoi l'Afrique? Alors, il y a un tas de gens qui ont une idée très précise de l'Afrique. Nous n'avions aucune idée de l'Afrique, si ce n'est que c'est un continent. Mais aujourd'hui encore, dans le vocabulaire, les gens, peu ou prou, quand ils disent Afrique, ils pensent à quelque chose d'uni, pratiquement un pays. Et donc, il nous était important de dire que l'Afrique avait des pays et que ces pays avaient des histoires différentes, voire conflictuelles, et que le seul lien entre tout ça n'était pas la colonisation, la colonialité ou qu'importe, mais qu'il y avait des pays, quelle que soit la manière dont ils furent dessinés, mais qui existaient en tant que pays. Il nous paraissait important de restituer cette réalité-là en disant nous parlons de pays. Nous ne parlons pas d'Afrique, nous parlons de pays en Afrique et hors de l'Afrique, et que cette notion était capitale, d'autant plus, comme je le disais, que quand les gens utilisent le mot Afrique, c'est toujours très confus. Je me souviens d'une jeune femme, je faisais une exposition en Autriche, qui était allée chercher un artiste africain, et ils ont mis 3 heures à revenir de l'aéroport. Et tout s'est appuyé sur le fait que la jeune femme allait chercher un artiste africain et n'avait jamais pensé que Kendall Gears était la personne qu'elle devait recevoir parce que Kendall était blond et avait les yeux bleus. Et donc pour elle, ça montre bien comment dans sa tête, elle était jeune, comment dans sa tête, Afrique renvoyait immédiatement à une imagerie, à une couleur, à une race, si on peut employer ce mot, alors que l'Afrique, c'est autre chose que cela. Et que quand les gens parlent des Afriques, entre le nord et le sud de l'Afrique, entre l'histoire de l'Afrique du Sud et celle du Sénégal, etc., donc il nous paraissait important d'avoir
cette espèce de restitution historique de l'ici et du maintenant. Je dis, on se fout de ce qui s'est passé avant les années 60. La réalité avec laquelle nous travaillons est celle-ci. Il est important que les gens sachent que l'Afrique, je ne sais pas, à l'époque où nous travaillons, c'était 55 pays. Aujourd'hui, 54, ça a toujours un peu varié. Il y en a toujours un qui apparaît. Mais que c'était un ensemble qui n'était pas du tout une espèce d'unité monolithique. Oui, ça aussi, ça relève du collage, évidemment. Et il y a un autre thème aussi auquel vous répondez, non pas frontalement, non pas théoriquement, sauf dans un texte de Jean Loup sur le racisme, qui est fondamentalement axé là-dessus. Et c'est aussi cette question-là qui est votre immense réponse à la question du racisme. Et je voudrais revenir un peu sur un certain nombre de points liés à Revue Noire, notamment sur l'histoire, puisque notre thème, c'est aussi de se dire comment est-ce qu'on construit l'histoire, comment est-ce qu'on donne de la matière à l'histoire, puisque là, ce qu'on vient de discuter, c'est justement presque ce qu'on réanalyse derrière, mais ce qu'on réanalyse derrière, il n'existe que lorsque l'on trouve le matériau, en fait, de l'histoire, c'est-à-dire que et ce matériau, je vois dans Revue Noire qu'il est beaucoup lié justement à la question presque anthologique, qui est complémentaire du collage, je pense, qui est notamment le rapport justement à ce que vous disiez sur la polysémie aussi des médiums, la photographie, l'oralité, le texte, la mode, etc. Et il y avait 2 points sur lesquels je voudrais revenir dans la suite de la conversation. L'un, ce sera sur le rapport aux artistes, parce que je pense que lorsqu'on a parlé d'incarnation, je pense que ce serait bien qu'on revienne aussi sur les artistes. À un moment, Jean-Loup, tu as cité cette expression d'artiste génération Revue Noire, et je pense que c'est pas faux aussi de la discuter. Et pour revenir peut-être précédemment justement sur quand même aussi cette part de la photographie, parce qu'on parlait de la part de l'image, mais quand même Revue Noire donc fait découvrir énormément de textes, fait découvrir des artistes de mode, fait découvrir bien sûr des artistes plasticiens, etc. À chaque fois, j'essaie de ne pas faire de litanie de médium parce qu'on en oublie toujours un. J'aimerais que vous reveniez quand même aussi sur ce lien avec l'histoire de la photographie, qui va être ensuite assez présent aussi dans les anthologies. C'est la photographie justement dans cette base de la revue qui joue beaucoup aussi sur l'image et très présente. Donc on a parlé pas mal justement quand tu l'as souligné Jean-Loup, du rapport au texte. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose aussi sur ce rapport à cette histoire de la photographie, parce que c'est aussi, même justement si vous traitiez les années 50 donc aux années 90-2000 qui sont concernées, ça dessine aussi une forme d'histoire contemporaine très forte de la photographie. Alors, la photographie, effectivement, on n'agit pas du tout de la même façon, parce que autant sur la littérature et sur les arts plastiques, on n'essaie pas de rentrer dans l'histoire de la littérature et l'histoire des arts plastiques, ce qui fait qu'on va chercher essentiellement les gens d'aujourd'hui, de l'époque. Autant sur la photographie, on avait été quand même très surpris, parce que nous avions été voir tous les grands spécialistes de la photographie pratiquement du monde et qui nous disaient qu'il n'y avait pas de photographie en Afrique. Alors ça, c'était quand même une donnée totale. Donc, nous commençons, nous, par faire un travail sans le vouloir, qui est aussi, parce qu'on s'est dit, on ne va pas faire partir des photographes de France pour pouvoir prendre des photographies, on va travailler avec des photographes du pays, on va démontrer qu'il y a des photographes dans les pays. Donc, dans chaque pays où nous allions, enfin chaque ville où nous allions, nous faisions un travail pour pouvoir savoir s'il y avait des photographes. Et c'est comme ça que nous avons publié les premiers photographes africains qui avaient un nom. On a refusé de publier des photographes anonymes. Et c'est là où on s'est aperçu qu'il y avait une profondeur et qu'il y avait effectivement ces photographes de studio au passage. Et donc, parce que moi, quand j'étais au Mali dans les années 70, j'avais été ami avec un des photographes de studio qui s'appelait Sakali, qui était une espèce de bon vivant très amusant, qui avait le studio de photographie de Bamako, qui était le plus à la mode à l'époque. C'est Keita, ça faisait 20 ans qu'il n'en faisait plus, qu'il avait abandonné son photo.
Donc, et tout d'un coup, on a été effectivement les premiers à publier de la photographie et on a fait en 92 une exposition sur la photographie africaine, et le numéro 3 est un numéro sur la photographie africaine. Et nous faisons une démonstration parce qu'on trouvait que c'était tout d'un coup un médium qui avait été totalement ignoré, surtout que ce médium était particulièrement intéressant puisque toutes les photos qui étaient faites par des photographes africains pour des Africains qui payaient eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'était pas là dans une autre commande, alors que les plasticiens étaient souvent, la nature du travail des arts plastiques était plus ambiguë parce que leurs clients étaient beaucoup en tous les cas, de blancs et des étrangers de passage ou de résidents. Donc on était dans une problématique qui était totalement liée. Pour la première fois, on voyait qu'on avait un phénomène qui était en plastique, en image, qui était du même phénomène que la musique. La musique, c'est pareil, ou la mode. On était sur des choses qui étaient, le premier consommateur de ces formes-là étaient les Africains eux-mêmes. Parce que c'est pour ça qu'on avait été un peu plus critique sur le cinéma, parce que le cinéma africain que nous connaissions était un cinéma qui était essentiellement fait pour un public européen. Alors que là, le cinéma, la photographie, et donc on s'est amusé à aller jusqu'au bout de cette découverte. C'est pour ça qu'on a effectivement publié énormément de photos. On a pu voir énormément de photographes, consulter et fait travailler beaucoup de photographes aussi. Et c'est ce qui a fait qu'effectivement, il y a eu quelque chose qui s'est passé là-dessus. Et Françoise Huguet elle-même avait sympathisé avec un photographe qui était Malik Sidibé à Bamako. Et c'était avec elle elle a monté ensuite le festival de 94, vous voyez, 3 ans après l'exposition qu'on avait faite au centre de Wallonie-Bruxelles avec les photographies africaines, et qui était effectivement la première exposition de photographie africaine. Mais malheureusement, on montrait le début, c'était le début. On ne connaissait pas tellement de choses, mais on avait monté en tous les cas. On savait que sur ce médium-là, il fallait aller jusqu'au bout parce que c'était quelque chose d'assez particulier. C'était une image que les Africains voulaient avoir d'eux-mêmes et par rapport à une modernité de support. Donc, c'était formidable. C'était l'inverse, en réalité, des films africains de l'époque, quoi. Qui, effectivement, ce qu'on appelait avec méchanceté les films de Calbas à un moment donné, mais c'est vrai que, bon, ça, c'était pas gentil, mais on n'était pas obligé d'être toujours gentil. C'est vrai qu'on avait du mal à trouver au cinéma ce même rapport. Donc ça, sur la photographie, je crois que notre rapport est vraiment, on se permet de dire qu'il a été déterminant. Ce qui nous a d'ailleurs toujours frappé, c'est que par exemple, sur la photographie de studio, en France, il n'y a jamais eu le même travail que nous avons lancé, parce qu'ensuite tout le monde, une fois que le phénomène est lancé, il est lancé. C'est ça, j'avoue que les rencontres de Bamako jouent un rôle énorme. Il y a plein de choses qui se font, il y a plein de gens qui bougent dans tous les sens. Mais au début, il n'y a rien. Et effectivement, reconnaître aux photographes de studio, à certains photographes de studio, parce que, je veux dire, par exemple, quand on fait faire, alors là, par exemple, dans ce genre de recherche, on demande au photographe ivoirien Doris Cascoaron de faire une recherche sur la photographie de studio en Côte d'Ivoire. Il fait un travail d'1 an sur lequel on va sortir 3 ou 4 photographes. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a des milliers de photographes qu'il a collectés et le travail aussi a été fait par un photographe africain, un rôle qu'on lui a ensuite dit, mais c'est pas lui qui a trouvé tel artiste. Bon, je veux bien. Enfin, je veux dire qu'on ne va pas rentrer dans des querelles avec des chercheurs du CNRS sur ce problème-là. Mais il ne reste pas moins, je crois que le rôle, là, je me permets d'être totalement, je dirais, un peu taré, mais le rôle que l'on a sur la photographie est énorme, est vraiment énorme. Bien sûr. Je pense, pour surligner et finir, que les expositions que nous avons faites sur la photographie pourraient résumer la philosophie, si on peut employer ce mot, qui était derrière ce que nous voulions faire à travers Revue Noire. Il y a une exposition qui a tourné un peu partout dans le monde qui s'appelait l'Afrique par elle-même. Et ça veut bien dire, et je crois que c'est un bon résumé du fait que nous n'étions pas là pour donner la parole ou faire entendre, je ne sais plus, il y a une expression comme ça, les sans-voix.
Nous savions qu'ils avaient des voix et nous leur donnions des micros. Donc, nous n'allions pas leur inventer des voix et c'était vraiment eux qui s'exprimaient. Et pour l'anecdote, pour dire les temps déraisonnables que nous avons pu vivre, en 91, Suzanne Vogel fait une exposition qui s'appelle Africa Explored the 20th Century et elle montre une photographie de Sédou Keïta et la légende, c'est photographe inconnu. Donc, c'est toujours amusant. En tout cas, c'était un aveu de faiblesse de sa part, en notant comme ça, photographe anonyme, pas inconnu, anonyme. Comme si, bref. Et l'autre chose, pour rebondir avant de te laisser la parole, Evelyne, sur l'histoire, je crois que l'histoire, on la fait en marchant. Et c'est quand on s'arrête de marcher qu'on s'aperçoit qu'il y a histoire. Je crois que sinon, ce ne serait pas possible. Ce qui nous importait, c'était l'action et non pas de nous demander ce que nous étions en train de faire. Nous étions dans des urgences. Et effectivement, avec le recul, nous nous apercevons que nous avons effectivement fait œuvre d'histoire et que nos archives entrent dans un champ qui dépasse tout ce à quoi nous avions pu penser, en tout cas qui n'était pas ce qui nous préoccupait quand nous le faisions. Tu viens de mettre en résonance tes expositions et la revue. Et quand j'avais découvert cette revue, et ça s'est confirmé en regardant l'histoire de son histoire, et ce qui m'apparaissait, c'était que chaque numéro était pensé comme une exposition. Finalement, une exposition qui aurait été impossible de conduire dans la réalité, parce que ça aurait été juste matériellement et financièrement impossible. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une proximité là? Non, je crois qu'il y a quelque chose dans la manière d'abord dont la revue est orchestrée, important puisqu'il dit qu'il ne parle pas bien et qu'il est caché quelque part, important de rementionner le rôle de notre directeur artistique historique, Pascal Martin-Saint-Léon. C'est vrai que nous ne voulions pas faire une revue qui soit comme un livre triste, d'où l'importance aussi je n'appellerai pas ça la mise en page, la mise en scène du contenu. Et il y avait aussi une autre chose, nous trouvions ridicule de consacrer des pages et des pages à dire que nous n'aimions pas tel ou tel artiste. Donc nous avions une visualité critique qui était qu'il y avait des artistes qui avaient 4 pages, d'autres 1 page et d'autres un timbre-poste, qui était une façon aussi de hiérarchiser sans discours, uniquement dans le visuel et dans la mise en scène, les choses qui devenaient sans doute évidentes, espérons-le, pour le lecteur, mais sans que nous n'ayons eu besoin d'écrire quoi que ce soit. Et il y a une connivence forte avec quelqu'un comme Pascal Martin-Tailloux, dont un magnifique dessin fait aussi la couverture de cette dernière publication. Donc avec lui, vous avez vraiment, dans la durée, conduit une grande connivence, en fait, une amitié, un partenariat. En fait, il est tout au fil de l'histoire. Jean-Loup, je te laisse parler du macaron. Il a placé la famille, donc il y en a quelques-uns comme Doris. Au bout d'un temps, on s'est fâché à la fin, mais je veux dire, il y avait quelques artistes qui considéraient Revue Noire comme leur famille, oui. Et à un moment donné, qui dit mais c'est pas votre vue, c'est la nôtre. Enfin, dire, il y avait quelque chose, il y avait une appropriation qui était amusante, pas amusante, en fait, qui était réelle. C'est-à-dire qu'effectivement, cette maison était une maison où il y avait 5 fois par semaine des repas où il y avait 10 personnes, il y avait des artistes, où chaque fois quand on était dans des pays, on faisait aussi des espèces de grands repas. Il y avait des espèces on avait ce côté banquet toujours chez nous qui fonctionnait. Dans tous les pays, il y avait toujours, je veux dire, les tables que l'on avait étaient des tables pleines. On partait du principe qu'on allait partager quelque chose. Ça, c'est une formule que n'arrête pas de répéter Tailloux, d'ailleurs, dans tous ses écrits. Mais c'était vraiment l'idée, on va partager on va partager un truc, on va partager une vision, on va partager un objet, on va partager quelque chose, quoi. Et donc, on avait toujours ces espèces je trouve ça, j'aime bien l'idée de la table. Je dirais que la table qui était. C'est pour ça qu'on peut toujours dire qu'on faisait des espèces de comités de rédaction dans chacun des pays.
C'est-à-dire que dans chacun des pays, effectivement, il y avait à un moment donné une communauté, ce qui faisait que la revue qui sortait représentait quelque chose pour le pays lui-même, enfin pour la ville elle-même, qui était assez amusante, pas dire quelque chose qui semblait, je crois, c'est ce qu'on nous disait, ça ne veut pas dire forcément que c'était vrai, mais chaque fois, disait c'était parce que c'était une image qui n'avait que même la ville elle-même n'avait pas d'elle-même, donc, mais qui était en même temps, qui sentait profondément d'elle-même. C'est ça, ce truc un peu bizarre, quoi, ce qui fait que bon, il semble manquer toujours aujourd'hui quelque chose qui peut ressembler, mais qui n'est pas forcément adapté, qui n'est pas forcément par rapport à l'Afrique. Je veux dire, la démarche Revue Noire est une démarche qui n'est pas forcément une démarche qui n'est pas forcément liée à un territoire ou à une culture. C'est pour ça qu'on nous, quand on a terminé Revue Noire, quand on a arrêté Revue Noire, c'était pour pouvoir se lancer dans une revue mondiale. Il faut bien le savoir. C'était notre vision, restait une vision mondialiste. On a failli embarquer le groupe Télérama dans cette histoire-là, avec un énorme projet, avec 15 comités de rédaction dans le monde entier qui assumaient chaque fois leur truc. Enfin, on avait fait un truc qui était... On voulait que le monde, tout d'un coup, quand on ouvre Revue Noire, on ouvrait le monde, enfin, dire comme une espèce, on avait une présence du monde perçue par les gens eux-mêmes. C'était l'idée que j'avais eue quand on a fait le Photoquai. Photoquai, c'est pareil. L'originalité de Photoquai, c'est qu'il n'y a pas de commissaire des expositions. Tous les commissaires sont des commissaires qui appartiennent, qui sont issus des zones et qui vivent dans les zones de sélection. Donc, c'était ça l'idée de Photoquai, qui s'est retrouvée dans Photoquai. Même si, effectivement, on peut toujours dire qu'on a assumé la direction artistique avec Pascal, mais si vous voulez, c'est nous qui avons créé ce concept-là, qui était un concept un peu particulier, quoi, qui était le concept de Revue Noire. En réalité, c'était le banc, on faisait, finalement, c'était des banquets de Revue Noire, on va appeler ça comme ça. Quand on faisait des numéros, c'était des banquets. C'était le résultat d'un banquet. C'est joli, non, comme idée, finalement. On l'a jamais utilisé, on pourrait commencer à l'utiliser. J'en profite pour ajouter une chose, c'est l'importance du vivant à travers ce banquet. Le critique ou celui qui fait œuvre de critique ou l'historien crée une espèce de distance covidesque entre lui et l'artiste. Chez nous, il n'y avait pas ça. Le vivant était, j'en vous parle des banquets, nous étions effectivement dans les banquets, dans l'arrosage, et nous avions un rapport à l'artiste qui n'était pas le rapport du regardeur au regardé, mais qui était un vrai rapport vivant, et cet aspect-là est très important, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de frontières à ce niveau-là, il y avait vraiment une espèce de bouillon qui opérait comme peut opérer la vie. Quelque part, Simon, tu écris que l'art contemporain, c'est ce qui donne un autre niveau de conscience. Et en fait, en écoutant Jean-Loup aussi, je me dis, c'est ce qui donne par l'image un autre niveau de conscience. C'est ça? Je pense pas que ce soit par l'image. Je pense que l'image n'est que le résultat de la conscience. L'image toute seule est muette quelque part. Et je pense que c'est la conscience qui autorise, et il n'y a qu'à voir les artistes que nous avons montrés, de suivre la carrière de quelques-uns. Je crois que c'est la conscience qui autorise à maîtriser. Bon, il n'y a jamais une maîtrise totale, mais à maîtriser l'image. À la fois l'image que l'on produit, mais aussi l'image de soi. La conscience est une projection qui fait qu'on peut décider de ne pas être un Yabon Banania, ou on peut décider que Yabon Banania, c'est la bonne stratégie. Et je crois que cette conscience du monde, qui est pour moi la conscience contemporaine, quand même, vivons dans un temps où la vitesse compte. Nous ne nous déplacions pas de la même façon autrefois. Il y a aussi une conscience du monde, même si je suis très mauvais là-dessus, dont nous zoomons aujourd'hui, mais qui est générée par tous ces médias nouveaux qui font que tout le monde est connecté, à part moi et quelques néandertaliens, au mouvement du monde. Et donc, avoir cette conscience-là, c'est aussi avoir la conscience de là où on se situe dans ce mouvement, et qu'on ne se situe pas en tant qu'humain qu'uniquement par rapport à un village ou à une ville ou
quelque part, même si nous venons tous de quelque part, mais la conscience contemporaine, c'est avoir le sentiment et la certitude qu'on participe au bruit du monde. Et c'est ça qui détermine ensuite les images, les films, les musiques, les sons qui vont être produits. Et sans cette conscience-là, c'est comme disait Brassens, elle avait le don, c'est vrai, elle avait la manie, mais sans technique, un don n'est rien qu'une seule manie. Bon, il parlait d'une péripapéticienne, cher Georges, mais je pense que cela vaut pour tout. C'est-à-dire que si on n'a pas une conscience des choses, on peut être doué, on restera doué. Et que cette dimension-là, dans ce monde-ci, c'est de savoir que où que l'on soit, on participe à un monde plus grand. Et je pense que l'une des choses dans nos revues noires numéro 2, c'était aussi, nous avons parlé de l'Afrique, nous avons montré que l'Afrique existe, maintenant montrons comment l'Afrique vit dans le monde. Sortons de l'Afrique en tant que telle et mettons-la en résonance avec le monde, avec l'Asie, avec l'Amérique, avec le monde, quoi. Je peux me permettre de dire juste un petit truc, c'est que la notion de conscience n'est pas liée à l'analyse de la raison. C'est pas raisonner sur c'est pas une analyse, c'est pas un commentaire en quelque sorte. Avoir conscience, c'est simplement avoir le sentiment. Et je trouve que la notion du sentiment me plaît plus. C'est d'avoir le sentiment d'être là, quoi. C'est ça la conscience. C'est un sentiment qui n'est pas forcément toujours très raisonnable. Ni raisonner. Ni raisonner. Mais qui suppose aussi de faire des choix. La conscience, c'est la conscience. Je crois que c'est une espèce de chose qui s'impose. La conscience, c'est quelque chose qui s'impose. Je ne sais pas comment dire. C'est pour ça que j'ai toujours peur quand tout d'un coup, on veut chercher à comprendre tout. Et c'est vrai que bien sûr qu'il y a des choix. Les choix, ensuite, on dit que des choix sont faits en toute conscience. Hein, donc ça, on va boucler le truc. Mais le choix, c'est encore autre chose. Ça, c'est des tournants qui se proposent dans votre vie où vous faites des choix. Qui ne sont pas toujours raisonnés, d'ailleurs. C'est des choix. Je vais rebondir parce qu'on va devoir, on a déjà quasiment atteint notre heure. Donc, je vais rebondir sur cette question de conscience, d'histoire, parce que, comme vous parliez là du terme de revue noire, hein, on peut dire d'une certaine manière, c'est 90-2000 pour construire des archives. Puisque je reviens au thème dont vous parlez, hein, des archives aussi de différentes générations, hein, parce que tout à l'heure, on parlait de génération revue noire, mais quand on dit génération revue noire, je pense que c'est important de dire qu'il y a de la redécouverte justement d'artistes qu'on qualifierait historiques, hein, c'est-à-dire plus âgés. C'est aussi l'éclosion de jeunes artistes. Hein. Je pense que cette question de génération, elle est aussi plus large qu'une seule génération d'âge. Hein. Je pense notamment à Joël Andriano-Marizo, avec qui vous travaillez beaucoup et qui à un moment, à une biennale de Dakar récente, fait lui-même l'appropriation de l'histoire de Revue Noire dans une installation, avec une installation faite de papier et de l'ensemble des unes de Revue Noire dans mon souvenir. Je pense que c'est important de dire aussi que lorsqu'on crée quelque chose comme Revue Noire, d'une certaine manière, après, les autres chercheurs, les lecteurs, chacun s'approprie, et c'est aussi ça qui est beau dans l'histoire des revues, c'est que chacun en tire quelque chose et il fait lui-même. Vous parliez là de cette question des choix, hein, vous tous, et que d'une certaine manière, une revue, c'est un choix, mais c'est aussi c'est aussi une revue qui permet à d'autres, les lecteurs, quels qu'ils soient, de faire eux-mêmes leur choix à l'intérieur de la revue. Et ça, je pense que c'est très important justement dans cette idée des constructions des images et de la marche. Alors, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça, ou justement, peut-être que le résultat de la revue, c'est aussi le choix de faire ces deux anthologies, hein, de faire aussi de Revue Noire une maison d'édition au tournant des années 2000. Est-ce que l'un d'entre vous veut rebondir par rapport à ce que je viens de dire ? Je vais te dire un mot rapide et je laisserai Jean-Loup rebondir. Je crois qu'on dit génération Revue Noire, il y a des S muets. La littérature. Et que le principe, c'est vraiment, voilà, c'est une espèce, pour employer le mot
avec toutes les guillemets que nous lui avons accolés. C'est une espèce de conscience commune. Génération Revue Noire, ça va de Djibril Diop Mambéty à Joël Andriano. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui est de l'ordre de l'âge, une espèce de chronologie comme ça. C'est vraiment, si j'ose dire, c'est un esprit, c'est-à-dire des rencontres au sens platonicien du banquet du terme. Jean-Loup. Oui, on va croire. C'est vrai qu'on est très fiers de ce qu'on a fait, mais c'est vrai que peut-être on se gausse un peu. Donc, oui, non, les générations Revue Noire, c'était pas nous, c'est pas moi qui avait évoqué ce nom, parce que c'était en littérature, hein, des gens qui parlaient de génération Revue Noire, parce qu'effectivement, on avait fait éclore un certain nombre, on avait fait les premières publications d'un certain nombre d'écrivains. Mais c'est vrai que l'idée même de ne pas savoir créer n'a pas trop dirigé le regard sur ce que nous montrions, fait aussi que le lecteur peut y trouver son compte et a trouvé son compte sans qu'on lui donne toutes les clés pour pouvoir comprendre ce qu'il aimait ou ce qu'il n'aimait pas dans un texte, dans une image, dans une robe. Donc il y avait donc cette possibilité-là, c'était le fait qu'effectivement de montrer donne beaucoup plus de liberté, bien entendu, au lecteur. Annabelle, il y a une discipline dans la polysémie dont tu parlais, il y a une discipline que nous n'avons pas mentionnée, c'est la cuisine. Revue Noire a consacré un numéro à la cuisine. C'est-à-dire qu'il ne donne pas envie de faire la cuisine, mais ce n'est pas grave. Non, qui ne donne pas vraiment envie de faire la cuisine. Mais... Ça peut être le mot de la fin pour tous, puisque nous arrivons au terme. Hein, donc, que ce forum, comme Revue Noire, l'idée, c'est de partager des expériences, hein, de partager des histoires, de partager des contenus et surtout de partager comment est-ce qu'on arrive à partager ces contenus, puisque c'est presque que ça qui est primordial, c'est que justement pour arriver à avoir cette liberté de choix, de regard, eh bien, il faut les partager et c'est peut-être ça qui nous réunit tous, hein, revues, musées, universitaires et bien, bien plus largement que ça même. Est-ce que je peux vous remercier et considérer que c'est le mot de la fin pour vous tous ? Merci beaucoup. C'est un mot de la fin, merci. Merci à tous. Hein, et donc, je vais rappeler à ceux qui nous écoutent là. Donc, nous sommes dans la première session de l'après-midi et donc que plusieurs conversations sont à revenir. Et merci d'être avec nous au cours de ce forum autour de la création des archives de l'art. Merci à vous tous.